Un portrait photographique, au bord légèrement jauni par le temps et marqué par l'empreinte digitale obsessionnelle d'un souverain solitaire, reste le seul témoin de l'instant où tout a basculé. Ce n'est qu'un morceau de papier, une image figée. Mais pour Geraldina Apponyi, c'est l'acte de naissance d'un destin qui allait la broyer autant que la magnifier. Tirana, avril 1938. Le soleil des Balkans tape avec une insistance presque vulgaire sur les dalles de pierre du palais royal. À 22 ans, Geraldina porte sur ses épaules une robe de satin si lourde qu'elle semble vouloir l'enchaîner au sol. Autour d'elle, l'odeur est un mélange entêtant d'encens byzantin, de sueur de garde prétorienne et de tabac froid. Elle n'est pas seulement une femme qui se marie, elle est une pièce sur l'échiquier sanglant de l'Europe. En cet instant précis, alors que les mains d'un roi qu'elle connaît à peine se referment sur les siennes, elle sent le souffle glacé de l'histoire. À quelques centaines de kilomètres de là, Mussolini observe la côte albanaise avec la faim d'un loup et Hitler s'apprête à dévorer le monde. On l'appelle la Rose blanche de Budapest. Mais dans ce palais saturé de complots, elle n'est qu'une parure de plus sur un trône chancelant. Elle se réveille reine, mais avant que la lune ne se lève, elle comprend déjà que sa couronne est une cible. Le faste de la cérémonie n'est qu'une façade fragile. Sous le velours des tapis, les secrets d'État et les trahisons familiales grouillent comme des insectes sous une pierre soulevée. Elle a tout gagné en un battement de cils, les titres, les joyaux, le respect d'un peuple. Et pourtant, en croisant le regard de cet homme, Ahmed Zog, elle devine que le prix de cette gloire sera le sang et l'exil. C'est l'histoire d'un vertige, d'une ascension fulgurante vers le sommet d'une montagne qui est déjà en train de s'effondrer. Elle ne le sait pas encore, mais elle est la dernière reine d'un monde qui n'existera plus demain. Pour comprendre le mystère de cette ascension, il faut plonger dans les cendres d'un empire qui refusait de mourir. Geraldina Margit, Virginia Olga, Maria Apponyi de Nagui Apponyi n'est pas née dans la poussière, mais dans l'orphin de Budapest, le 6 août 1915. Le monde est alors une forge en flammes. Elle est la fille du comte Gyula Apponyi, un homme dont le nom résonnait dans les couloirs du pouvoir hongrois depuis le XIe siècle. C'est une lignée de fer et de terre, ancrée dans la Haute-Hongrie avec l'arrogance tranquille de ceux qui croient que le monde leur appartient par droit divin. Mais le sang de Geraldina est une contradiction vivante. Sa mère, Gladys Virginia Stewart, apporte avec elle le pragmatisme froid et le dynamisme de l'Amérique. Fille de diplomate, elle est le pont entre l'aristocratie décadente de l'Europe centrale et la puissance montante du Nouveau Monde. Geraldina est le fruit de ce choc thermique, une créature de tradition habillée d'une ambition moderne. Elle dort dans un berceau de soie alors que, dehors, les canons de la Grande Guerre redessinent les cartes avec le sang des paysans. L'enfance de Geraldina est une leçon brutale sur la fragilité des certitudes. En novembre 1918, l'empire austro-hongrois s'évapore. Ce n'est pas une transition, c'est un suicide historique. En quelques jours, les titres ne sont plus que des mots vides et les privilèges des souvenirs encombrants. La famille Apponyi fuit, la Suisse devient leur cage dorée, un pays neutre où l'on regarde le chaos de loin avec une politesse glacée. Mais la neutralité ne nourrit pas son homme. En 1921, il tente un retour en Hongrie, espérant que la régence de Miklos Horthy leur rendra leur lustre. C'est une illusion. La mort, impitoyable, frappe à la porte en 1924. Le comte Gyula s'éteint, emportant avec lui les derniers vestiges de la fortune familiale. À 9 ans, Geraldina apprend que la noblesse sans argent n'est qu'une forme d'humiliation élégante. Sa mère, Gladys, prend une décision radicale. Menton, le sud de la France. De la splendeur de Budapest aux appartements étroits de la Côte d'Azur, la chute est silencieuse mais dévastatrice. Menton est alors le cimetière des éléphants de l'aristocratie déchue. On y croise des comtes qui comptent leurs sous pour un café et des duchesses qui recousent leurs gants dans l'ombre des palmiers. Geraldina observe cette comédie humaine avec une lucidité précoce. Elle voit sa mère se remarier avec un officier français. Une trahison pour le clan Apponyi qui réagit avec la violence des institutions blessées. La famille paternelle exige le retour des enfants en Hongrie. On arrache Geraldina à la lumière du midi pour la jeter dans l'austérité du pensionnat du Sacré-Cœur, près de Vienne. Les murs y sont froids, la discipline y est religieuse et le silence est obligatoire. C'est là, dans cette solitude imposée, que Geraldina forge son arme la plus redoutable, les langues. Français, allemand, espagnol, anglais, hongrois. Elle ne parle pas seulement, elle décrypte les mondes. Elle comprend que pour survivre dans une Europe qui se déchire, il faut savoir parler la langue de l'ennemi avant qu'il ne tire.
Les années passent et la jeune femme se retrouve au château d'Oponis, une forteresse de pierre qui sente l'humidité et le regret. Les domaines sont vastes, mais les coffres sont vides. La comtesse Apponyi doit travailler. Imaginez la scène, d'une cruauté presque poétique. Une descendante des rois de Hongrie, dactylographe, secrétaire, puis vendeuse de cartes postales au Musée national de Budapest. Elle vend des images de la gloire passée de son pays pour quelques pièces de monnaie, sous le regard de son oncle, le directeur, qui ne peut que constater le désastre. C'est une vie de bureau, de gestes répétitifs, de sourires polis, adressés à des touristes qui ignorent tout de son nom. Mais le destin a horreur de la monotonie. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ces sourires de façade et la proposition qui allait changer la face des Balkans, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces vies sacrifiées sur l'autel du pouvoir. Tout commence par une photographie, un cliché qui circule comme une marchandise dans les cercles diplomatiques. Ahmed Zog, le roi des Albanais, est un homme traqué par ses propres démons. Il a survécu à plus de 50 tentatives d'assassinat, il fume 200 cigarettes par jour et ne dort jamais 2 fois au même endroit. C'est un chef de clan devenu monarque par la ruse et le sang. Il lui faut une reine. Non pas pour l'amour, mais pour la légitimité. Il lui faut un ventre pour donner un héritier à sa dynastie fragile, et un visage pour séduire l'Europe qui le traite comme un parvenu. Quand ses yeux tombent sur le portrait de Géraldina, il ne voit pas une femme, il voit une solution. Elle est noble, elle est belle, elle est pauvre, elle est parfaite. Zog envoie ses sœurs en mission de reconnaissance. L'invitation tombe comme un coup près. Géraldina est attendue à Tirana pour les fêtes de fin d'année 1937. Elle n'a rien à perdre, sinon sa dignité de vendeuse de musée. Elle arrive dans un pays qui semble sortir d'un rêve médiéval où les codes d'honneur du Qanun régissent la vie et la mort, où les montagnes cachent des guerriers aux yeux sombres. Le contraste est total. Elle, la polyglotte éduquée, face à lui, l'autocrate qui règne par la peur. Dans les salons du palais, entre 2 nuages de fumée de tabac, le pacte est scellé. Le 1er janvier 1938, alors que le monde fête une année qui sera celle de toutes les trahisons, Géraldina dit oui. Elle accepte de lier son nom à celui d'un homme qu'elle ne connaît pas, de porter une couronne qui pèse déjà le poids de la guerre prochaine et de s'immerger dans une culture dont elle ignore tout. La presse internationale s'enflamme pour ce conte de fées improbables, mais les diplomates à Rome et à Berlin ricanent. Ils savent que les contes de fées finissent mal quand ils se déroulent sur une terre que les dictateurs ont déjà décidé de se partager. Le monde entier se repaissait de cette image, celle d'une Madone du XXe siècle au port de tête altier et au sourire d'une mélancolie déjà souveraine. Les gazettes de l'époque, avides de chair fraîche et de contes de fées pour masquer l'odeur de la poudre qui commençait à saturer l'air européen, l'avaient baptisée la rose blanche de Hongrie. Mais derrière le papier glacé des magazines, la réalité était un engrenage de fer et de compromission. Avant que les cloches ne puissent sonner, Ahmed Zog devait briser 2 chaînes invisibles qui menaçaient d'étouffer cette union avant même qu'elle ne soit consommée. Il y avait d'abord le Parlement albanais, une assemblée d'hommes aux mains calleuses et aux allégeances changeantes qu'il fallait convaincre que cette comtesse étrangère n'était pas une menace pour l'identité nationale. Et puis, il y avait le Vatican. Le Saint-Siège voyait d'un œil noir ce mariage entre une catholique fervente et un roi musulman dont la couronne tenait par miracle. Dans les couloirs feutrés de Rome, le pape avait d'abord opposé un refus glacial, une fin de recevoir qui aurait dû mettre un terme à l'idylle. Mais la diplomatie est un art qui se pratique dans l'ombre, à coups de messages codés, de pressions discrètes et de promesses murmurées à l'oreille des prélats. Finalement, la bénédiction tomba, sèche et administrative, ouvrant la voie à une tragédie qui s'ignorait encore. Le 27 avril 1938, le soleil se leva sur Tirana avec une violence presque obscène. C'était un jour sans ombre, une clarté crue qui mettait à nu les moindres recoins de cette capitale en pleine mutation. La ville entière retenait son souffle, suspendue à ce moment où l'histoire bascule. Dans le secret de ses appartements, Géraldina se préparait pour le sacrifice. Elle avait 22 ans. On posa sur son front une tiare de diamants dont l'éclat semblait vouloir défier la lumière du jour. Chaque pierre racontait une histoire. Le motif de la rose blanche pour la pureté de la mariée, entrelacée avec la chèvre héraldique des Ogous, symbole de la force brute des montagnes. Sa robe, d'une élégance qui confinait à la majesté, ne parvenait pas à masquer la fragilité de celle qui la portait. Elle marchait vers son destin alors que, dans l'ombre des colonnades du palais, les charognards prenaient déjà place. Parmi les invités d'honneur, un homme se distinguait par l'arrogance de son sourire, Galazzo Ciano. Le ministre italien des Affaires étrangères, gendre de Mussolini, n'était pas venu pour célébrer l'amour.
Il était là pour évaluer la marchandise. Alors qu'il levait son verre et prononçait des vœux de bonheur avec une courtoisie glaciale, ses généraux à Rome peaufinaient déjà les cartes d'invasion. Chaque sourire de Ciano était une insulte, chaque poignée de main une prise de possession. Personne ne voulait voir que l'Italie regardait l'Albanie comme un loup regarde un agneau, avec une faim que rien ne pourrait apaiser. La cérémonie fut d'une sobriété civile qui jurait avec le luxe des festivités. Mais le véritable symbole de cette journée ne se trouvait pas dans les échanges de vœux. Il attendait devant le palais, rutilant sous le soleil balkanico, une Mercedes-Benz 540K d'un rouge écarlate, couleur de sang frais. C'était un cadeau personnel d'Adolf Hitler. Le dictateur allemand, qui s'apprêtait à dévorer la Tchécoslovaquie, envoyait ce monstre d'acier à un roi qui croyait encore pouvoir négocier avec le diable. Voir ce couple princier s'éloigner dans cette voiture rouge sang, c'était voir l'Europe entière danser sur le rebord d'un volcan en éruption. Ils étaient les souverains d'un monde qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Mais dans l'ivresse des acclamations, ils se croyaient éternels. Géraldina était désormais officiellement Sa Majesté la Reine des Albanais. Elle sera la première et la dernière de l'histoire. Elle ne disposait que de 345 jours de règne. Un sursis dérisoire qu'elle utilisa avec une fureur de vivre qui déconcerta son entourage. Elle ne se contenta pas de porter des bijoux. Elle apprit la langue rude des montagnes, elle s'immergea dans les besoins d'un peuple qui n'avait jamais connu de mère protectrice. Elle fut l'âme derrière la création d'hôpitaux, d'orphelinats et surtout de la première maternité du pays qui porte encore aujourd'hui les stigmates de son nom. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva pour défendre les droits des femmes dans une société où leur existence était souvent confinée au silence. Elle sortait du palais, bravait le protocole, regardait les paysans dans les yeux. Le peuple l'aima avec une sincérité qui terrifiait les occupants potentiels. Elle n'était plus une comtesse étrangère. Elle était devenue le cœur battant de l'Albanie. Mais à Rome, les horloges s'accéléraient. Le 5 avril 1939, dans un palais saturé de tension, Géraldina donna naissance à son fils unique, Leka. Le pays entier explosa de joie. Des salves d'artillerie furent tirées pour saluer l'héritier du trône. C'était l'apogée d'un rêve dynastique. Le moment où tout semblait enfin possible. Mais alors que les échos des célébrations résonnaient encore dans les vallées albanaises, les navires de guerre italiens coupaient déjà les moteurs au large des côtes, leurs canons pointés sur le destin de cette reine qui venait de mettre au monde un prince de l'exil. L'héritier tant attendu était là, un petit être fragile dont les premiers cris furent étouffés par le fracas des célébrations. Ahmed Zog, ivre de cette victoire biologique qui assurait la pérennité de son sang, ordonna que la poudre parle. Des salves d'artillerie déchirèrent le ciel de Tirana, les places se remplirent d'une foule en liesse, et la musique folklorique résonna jusque dans les recoins les plus sombres des montagnes. On buvait à la santé de Leka, le prince de la promesse. Mais dans cette euphorie désordonnée, personne ne vit l'ombre immense qui s'allongeait déjà sur le palais. Géraldina, épuisée par le travail, n'était mère que depuis 48 heures. Elle avait 23 ans, une couronne sur la tête et un nouveau-né contre son sein, et elle ignorait que le compte à rebours de sa déchéance venait d'atteindre le point zéro. Le 7 avril 1939 ne fut pas seulement un jour de conquête, ce fut une profanation. Benito Mussolini, dont l'ego boursouflé ne supportait plus d'être le spectateur des succès d'Hitler, choisit le vendredi saint pour lancer ses troupes à l'assaut de l'Albanie. Cette cruauté liturgique n'était pas un hasard. C'était un message envoyé au monde catholique, une démonstration de force brute qui se moquait du sacré. À l'aube, l'horizon maritime se hérissa de mâts et de canons. Les navires de guerre italiens, froids et méthodiques, commencèrent à vomir leurs troupes sur les côtes. Au-dessus de la capitale, le bourdonnement des avions fascistes remplaça le chant des oiseaux. En quelques heures, l'édifice que Géraldina avait tenté de consolider avec sa bonté et ses projets sociaux vola en éclats sous le poids de l'acier italien. Dans les couloirs du palais, l'air était devenu irrespirable, chargé d'une électricité funeste. Ahmed Zog, l'homme qui avait survécu à tant de complots, tenta une dernière fois de mobiliser sa résistance. Les soldats albanais, avec une bravoure qui confinait au suicide, s'opposèrent à l'envahisseur. Mais c'était un combat entre deux époques. Des hommes aux fusils obsolètes face à une puissance industrielle mécanisée. Le courage ne fait pas le poids contre les chars d'assaut. La résistance fut une affaire d'heures, une agonie fulgurante. L'Albanie, pauvre et isolée, n'était qu'une mise en bouche pour l'appétit impérial de Rome. La réunion d'urgence fut brève, hachée par les rapports de l'avancée italienne. Il n'était plus question de protocole,
de dignité ou de stratégie à long terme. Il s'agissait de survivre. Mussolini n'avait pas envoyé ses troupes pour négocier, mais pour capturer. Tombé entre les mains de l'homme qui avait envoyé son gendre, Galeazzo Ciano, jouer les espions souriants lors de leur mariage équivalait à une sentence de mort ou à une humiliation perpétuelle en cage. La décision fut prise dans la fièvre, il fallait fuir. Immédiatement. Bovu de vide, minitorfur, eteprobil, eteprobina, unitorfuresi, emitorfuresi, eteprobina. Imaginez la brutalité de cet instant. Géraldina, dont le corps était encore meurtri par les déchirures de l'accouchement, fut arrachée à son lit de convalescence. On ne lui laissa pas le temps de se remettre, ni de comprendre. Elle fut jetée dans une voiture, serrant contre elle son nouveau-né de 2 jours. Un prince qui n'avait connu que la soie et qui allait maintenant découvrir la poussière des routes de l'exil. La caravane royale quitta Tirana dans un nuage de fumée, s'enfonçant sur les sentiers escarpés des Balkans en direction de la frontière grecque. Par la vitre arrière de l'automobile, la reine de 23 ans regardait son royaume s'évaporer. Elle voyait défiler les paysages qu'elle commençait à peine à nommer, l'hôpital de maternité qu'elle avait rêvé de voir grandir, et ce peuple qui l'avait adopté avec une ferveur qu'elle n'oublierait jamais. Tout était balayé. Sa couronne n'était plus qu'un accessoire encombrant dans une fuite éperdue. Les avions italiens survolaient le convoi, tels des vautours attendant que le moteur lâche. C'était la fin de la rose blanche, le début d'une errance qui allait durer une vie entière. Le passage de la frontière grecque marqua une rupture définitive. Ce n'était pas seulement un changement de géographie, c'était la mort d'une identité. Géraldina entrait dans la catégorie des parias de l'histoire. Les souverains déchus. Après la Grèce, ce fut la Turquie, puis la France. Ce pays qu'elle avait connu enfant, dans la relative pauvreté de Menton, la voyait revenir sous les traits d'une reine fantôme. Elle voyageait avec un roi dont l'orgueil restait intact malgré la déroute. Zog refusait la réalité du désastre. Dans les salons d'hôtel parisiens, il continuait de parler de l'Albanie au présent, comme si l'invasion n'était qu'un incident de parcours, une parenthèse que sa volonté de faire finirait par refermer. Géraldina l'écoutait, l'accompagnait dans cette illusion nécessaire pour ne pas sombrer, mais le monde autour d'eux se chargeait de leur rappeler leur insignifiance. Moins de 6 mois après leur chute, en septembre 1939, l'Allemagne envahissait la Pologne. L'Europe entière prenait feu. L'Albanie n'était plus qu'une note de bas de page dans le grand livre de l'Apocalypse qui commençait. Le couple royal n'était plus une priorité pour personne. Ils n'étaient plus que des pions déplacés au gré des alliances et des capitulations, des témoins impuissants d'un effondrement dont ils avaient été les premières victimes. La guerre totale venait de les rattraper, et l'exil, qu'ils pensaient temporaire, allait devenir leur seule véritable patrie. La France n'est plus ce jardin d'hiver où l'on soigne ses mélancolies d'exilés. En septembre 1939, elle devient brutalement l'épicentre d'un séisme qui va rayer des nations entières de la carte. Pour Géraldina et Zog, le refuge n'était qu'une illusion, une vitre qui vole en éclats sous le premier coup de botte allemand. Il faut fuir, encore. Cette fois, c'est vers le nord, vers l'Angleterre, que le couple royal traîne ses valises chargées de souvenirs et d'une dignité qui commence à s'effriter sur les bords. Leur première escale londonienne n'est pas une chambre d'hôte, c'est le Ritz. Un palais de marbre, de velours cramoisi et de dorure qui, en ce temps de chaos, ressemble moins à un hôtel qu'à une morgue de luxe pour empire défunt. Dans les couloirs de Piccadilly, on croise des diplomates aux yeux rougis, des espions au sourire trop parfait et des aristocrates polonais ou autrichiens qui tentent d'acheter une dernière coupe de champagne avec les débris de leur fortune. On y survit avec une élégance désespérée, tandis que l'ombre de la Luftwaffe commence à s'étendre sur la Tamise. Puis vient l'exil rural. D'abord Ascot, puis Parmore House, une demeure austère nichée dans le Buckinghamshire. Ici, le silence est plus lourd que le tonnerre des bombes. À Parmore House, la guerre ne se livre pas seulement dans le ciel de Londres, mais dans chaque pièce, derrière chaque porte close. C'est un huis clos psychologique étouffant. Zog n'est pas seul avec sa reine. Il est entouré de ses sœurs, une tribu de femmes au caractère d'acier qui voit en Géraldina l'intruse. L'américaine, la comtesse venue d'ailleurs qui a volé le cœur du patriarche. Pour elle, Géraldina est un parasite doré qui n'a pas encore payé sa dette de sang. Elle surveille ses gestes, juge son silence, teste sa résistance. Géraldina encaisse. Elle oppose à leur venin cette douceur hongroise qui cache un noyau de fer. Elle n'est plus la rose blanche. Elle est le pilier invisible d'un trône qui n'existe plus. 1945.
Le monde exulte. La bête est morte. Pour les millions d'êtres qui rampent hors des décombres, la paix signifie le retour. Pour Géraldina et Zog, elle signifie l'arrêt de mort définitif de leurs espoirs. Pendant qu'ils comptaient les points en Angleterre, une autre ombre, plus glaciale et plus hermétique que le fascisme, s'est abattue sur les Balkans. Enver Hoxha a transformé l'Albanie en une cage d'acier. Ce n'est pas une libération, c'est une incarcération nationale. Dieu est interdit. La propriété privée est un crime. Le moindre regard vers l'Occident est une trahison. Les Sogus sont devenus l'ennemi public numéro 1, des fantômes que le nouveau régime veut effacer de la mémoire collective par le sang et l'oubli. Zog refuse l'évidence. C'est la pathologie des monarques déchus, il continue de jouer au roi dans un théâtre vide. Il reçoit des délégations fantoches, rédige des mémorandums que personne ne lit, entretient une cour de fidèles qui vivent de miettes et de nostalgie. Il maintient une flamme qui ne réchauffe plus personne, persuadé que l'histoire fera demi-tour. Géraldina observe ce naufrage avec une loyauté qui frise le sacrifice, s'adaptant à chaque nouvelle déchéance avec une grâce qui humilie ses bourreaux invisibles. En 1946, la boussole tourne vers le sud. Le roi Farouk, monarque d'un Égypte encore fastueuse et décadente, leur offre l'asile. Le Caire est alors un carrefour de tous les péchés et de toutes les intrigues, une oasis où l'Orient et l'Occident se télescopent dans un nuage de parfums et de corruption. Géraldina y découvre une autre forme d'exil, plus brûlante, plus complexe. Elle apprend à naviguer entre les caprices d'un Farouk imprévisible et les murmures des diplomates qui se partagent déjà les restes du monde arabe. Elle observe, elle écoute, elle survit, mais le sable d'Égypte est mouvant. En 1952, la révolution des officiers libres balaie Farouk. En une nuit, la protection royale s'évapore. Les Sogus redeviennent des parias, des bagages encombrants dont le nouveau régime veut se débarrasser. Ils reprennent la mer, direction la France. Ils s'installent dans la banlieue de Paris, mais ce n'est plus la France des années 30. Leurs ressources s'épuisent. On compte les louis d'or qui ont survécu à la fuite de 1939. Le luxe laisse place à la gestion de la pénurie. C'est dans ce Paris gris de l'après-guerre que le destin va porter le coup de grâce à ce qui restait de la fierté de Zog. Le tournant douloureux qui s'annonce ne concerne plus des couronnes ou des territoires, mais la chair et l'âme. Car dans l'ombre des grands boulevards, un mal plus insidieux que la politique attendait celui qui se croyait encore roi. L'odeur de l'éther se mêle à celle de la défaite dans les couloirs glacés de l'hôpital de Surens. Nous sommes le 9 avril 1961, dans la banlieue grise de Paris, et un homme s'éteint loin de la lumière brutale de ces montagnes. Ahmed Zog Iye, le roi des Albanais, n'est plus qu'une ombre de 65 ans enchaînée à un lit blanc. Il meurt en exil, après 20 ans d'errance, les yeux fixés sur un horizon qu'il ne reverra jamais. Son pays, son œuvre, est devenu une forteresse de silence sous la botte d'Enver Hoxha, une nation cadenassée, coulée au fond de la mer Noire de l'histoire. Il part sans un adieu au sommet balkanique qu'il avait dompté de ses propres mains avant de les perdre en une matinée de printemps. Géraldina a 45 ans lorsqu'elle ajuste son voile de veuve. Ce n'est pas une vieille femme, c'est une reine au sommet de sa maturité qui se retrouve soudain face au vide absolu. Le pivot de son existence, cet homme autoritaire et magnétique qu'il avait arraché à un musée de Budapest, s'est évaporé. Elle est seule avec le poids d'une couronne sans royaume, d'un fils qui est un prince sans terre et d'un exil qui vient de perdre son centre de gravité. Beaucoup de courtisans, déjà tournés vers d'autres intérêts, ont cru que son rôle s'arrêterait là. Ils imaginaient qu'elle allait se retirer dans une villa discrète, oublier les fastes de Tirana et s'éteindre doucement dans l'anonymat d'une aristocratie déclassée. C'était mal connaître la rose blanche de Hongrie. Au lieu de s'effacer, elle se redresse. Elle se proclame reine-mère d'Albanie avec une solennité qui glace ses détracteurs. Elle soutient sans l'ombre d'un doute la proclamation de son fils, Leka, comme nouveau roi en exil. Elle devient la gardienne farouche d'une flamme que le reste du monde considère comme éteinte. Elle parle d'Albanie quand plus personne n'écoute. Elle incarne la continuité d'une idée que la géopolitique du XXe siècle a jetée aux oubliettes. C'est un rôle ingrat, presque absurde pour les cyniques, mais c'est un acte d'héroïsme pur. Il faut une force intérieure monumentale pour porter le titre de reine d'un pays qui vous a banni et qui vous a remplacé par des miradors et du barbelé. Pendant que Géraldina veille sur le protocole, son fils Leka grandit dans l'anomalie la plus totale. C'est l'héritier de deux mondes impossibles.
Il n'a connu que l'exil, les hôtels de luxe et les manoirs anglais, mais il porte en lui l'orgueil démesuré des Sogou. Léka est un géant physique, il dépasse les 2 mètres, sa stature est une provocation, une manifestation physique de son refus de plier devant l'histoire. Mais avec la taille viennent les tourments. Léka n'est pas un prince de salon. C'est un homme qui a fait de l'exil son seul pays et de l'obstination sa seule loi. Il ne peut pas accepter que le destin ait le dernier mot. Sa relation avec les armes devient rapidement un scandale feutré qui fait trembler les chancelleries. On murmure que sa résidence n'est plus un palais, mais un arsenal. Collectionneur frénétique, on le soupçonne de liens troubles avec le commerce international de l'armement. Pour lui, l'arme n'est pas un objet de musée, c'est l'outil d'un retour qu'il prépare dans l'ombre, une revanche qu'il veut graver dans l'acier. Les gouvernements occidentaux qui l'hébergeant commencent à regarder ce roi sans trône avec une inquiétude croissante. Ce n'est plus un invité prestigieux, c'est un problème diplomatique ambulant. En France, la tension devient insupportable. Les autorités ne tolèrent plus ce prince qui traite la banlieue parisienne comme un camp d'entraînement. La famille doit repartir, une fois de plus, les valises chargées de fer et de rancœur. C'est en Espagne qu'il trouve un répit provisoire. Grâce à l'intervention de la reine Margarita de Bulgarie, compagne d'infortune et d'exil, il s'installe dans une villa sous le ciel lourd du franquisme. L'Espagne de l'époque est le refuge des rois déchus et des causes perdues, un pays où l'on ne pose pas trop de questions à ceux qui portent un nom illustre. Mais même sous la protection du Codilo, le tempérament de Léka et son obsession pour la poudre finissent par créer des fissures. La Guardia Civile observe avec méfiance ses livraisons nocturnes dans une villa qui ressemble de moins en moins à une retraite de vacances et de plus en plus à une poudrière prête à exploser. La suite de l'histoire allait prouver que, même en Espagne, le sang des Sogou était trop chaud pour la paix des cimetières. L'Arabie Saoudite ne fut qu'un mirage de plus. Une étape brûlante dans ce pèlerinage de l'ombre où l'or noir et le sable ne parvenaient pas à étouffer le froid de l'absence. Puis vint la Rhodésie des années 70, ce territoire en plein spasme où le régime d'Ian Smith s'agrippait désespérément au dernier lambeau d'un pouvoir colonial condamné par l'histoire. Enfin, l'Afrique du Sud de l'apartheid, ce paria de la scène internationale, devint leur ultime sanctuaire dans les années 80. Imaginez cette femme, Géraldina, traînant son titre de reine-mère dans les recoins les plus controversés du globe. Elle a 60 ans passés, mais elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'installe pas, elle campe. Elle a compris depuis sa plus tendre enfance que la stabilité est un mensonge aristocratique, que les trônes sont des chaises musicales et que la seule patrie qui ne vous trahit jamais est celle que vous portez sous votre peau. Dans chaque villa de banlieue chic, de Madrid à Johannesburg, elle recrée un lambeau d'Albanie. Elle parle cette langue rude, elle prie pour ce peuple qu'elle n'a entrevu que 345 jours, mais qui occupe chaque seconde de ses 60 années d'exil. C'est une foi qui frise la folie, une obstination irrationnelle qui est pourtant la seule chose qui la maintient debout alors que le monde oublie jusqu'à l'existence de son royaume perdu. Le monstre finit par expirer en 1985. Enver Hoxha meurt, laissant derrière lui une Albanie transformée en laboratoire de l'horreur, un pays de bunkers et de silence où le totalitarisme a atteint son expression la plus pure, la plus terrifiante. Mais le cadavre du dictateur ne suffit pas à ouvrir les portes. Son successeur, Ramiz Alia, tente de maintenir le couvercle sur la marmite alors que, tout autour, le bloc de l'Est se fissure. 1989, le mur de Berlin s'effondre comme un château de cartes. 1991, l'Union soviétique implose. L'Albanie se réveille de son coma communiste dans un hurlement de douleur. C'est une transition barbare, marquée par l'incertitude et la faim. Le monde entier découvre avec horreur les images de ces navires rouillés, noirs de monde, fuyant vers l'Italie, chargés d'Albanais, qui préfèrent risquer la noyade plutôt que de rester un jour de plus dans cette prison à ciel ouvert. Dans ce chaos de sang et de poussière, le nom des Sogou ressurgit des décombres. La monarchie n'est plus une vieillerie. Elle devient, pour certains, une bouée de sauvetage. Léka, le géant aux armes, le prince né dans la fuite, croit son heure venue. En 1997, un référendum est organisé. Il revient sur sa terre, cette terre qu'il n'a connue qu'à travers les récits de sa mère. Mais l'histoire est une amante cruelle. Le non à la monarchie l'emporte officiellement dans une atmosphère de fraude électorale et de fusillade urbaine. Léka conteste, s'emporte, menace. Mais le rêve de restauration s'évapore à nouveau dans la fumée des kalachnikovs. Géraldina observe ce désastre depuis son exil sud-africain. Elle a plus de 80 ans.
Elle est la même femme qui fuyait autrefois sur les routes défoncées des Balkans avec un nourrisson contre elle. La même qui apprenait l'albanais pour ne pas être une étrangère devant ses sujets, la même qui luttait pour les droits des femmes quand le pays vivait encore au Moyen-Âge. Elle attend. La délivrance arrive en 2001, non par un coup d'État, mais par un simple changement législatif. Le gouvernement albanais lève l'interdiction de séjour qui frappait la famille royale depuis des décennies. À 86 ans, le chemin de la maison est enfin libre. La nouvelle traverse l'Albanie comme une décharge électrique. Pour la jeunesse née sous Okça, Geraldina n'est qu'une ombre, une légende de propagande ou un murmure de grands-parents. Mais pour les plus âgés, ceux qui ont survécu au siècle, elle est le symbole vivant d'une époque où l'Albanie avait une âme souveraine avant que tout ne soit broyé par la machine communiste. En juin 2002, Geraldina Aponi, la rose blanche de Hongrie, atterrit enfin à Tirana. Elle n'est plus la jeune mariée étincelante de 1938, mais une vieille femme chargée de l'histoire du monde. Des milliers de personnes envahissent les rues pour voir ce miracle vivant. Ils veulent toucher cette reine qui n'a régné que quelques mois, mais qui a vécu 60 ans de dévotion. L'ovation est un séisme émotionnel, un cri de ralliement sincère. Geraldina traverse la foule avec cette dignité que ni les dictatures, ni les guerres, ni les hivers de l'exil n'ont réussi à éroder. Elle est revenue pour fermer le cercle, pour que la terre de ses rêves devienne enfin sa dernière demeure. Elle ne sait pas encore que le temps presse, que la mort l'a laissée revenir juste assez longtemps pour qu'elle puisse enfin fermer les yeux sur son propre royaume. Le palais de Tirana n'est plus qu'un écho de pierre. Mais dans le regard de cette femme de 86 ans, les lustres se rallument une dernière fois. Elle n'est plus une exilée en Afrique du Sud ou une secrétaire à Budapest. Elle est chez elle. Elle a vaincu Mussolini. Elle a survécu à Okça. Elle a enterré son roi. Il ne lui reste plus qu'à rendre son dernier souffle à cette terre qui, après l'avoir rejetée, l'accueille enfin avec les larmes d'un peuple qui a retrouvé son passé. La rose blanche s'est fanée, mais son parfum de résistance imprègne à jamais les montagnes d'Albanie. Elle s'éteindra quelques mois plus tard, le 22 octobre 2002, dans cette même ville de Tirana, emportant avec elle le dernier secret d'une dynastie qui ne se conjugue plus qu'au passé, mais dont l'ombre continue de planer sur chaque bunker, chaque église et chaque mosquée de ce pays indomptable. L'histoire finit là où elle avait commencé, dans le silence solennel d'une reine qui, en perdant tout, avait fini par tout gagner. Les larmes qui coulaient ce jour-là sur les joues des vieillards de Tirana n'étaient pas des larmes ordinaires. C'était le sel d'une attente de 60 ans qui s'évaporait enfin sous le soleil de plomb d'une Albanie encore convalescente. Dans la foule, des drapeaux rouges à l'aigle bicéphale claquaient au vent, tenus par des mains calleuses qui avaient connu le fer des mines et le silence des bunkers. Les enfants, juchés sur les épaules de leur père, ne comprenaient rien à la géopolitique ni aux trahisons de 1939. Ils sentaient seulement cette électricité pure, cette tension presque religieuse qui précède l'apparition des miracles. La rose blanche de Hongrie n'était plus une photographie jaunie ou un spectre dénoncé par la propagande de l'ex-dictateur Okça. Elle était là, à 86 ans, respirant cet air des Balkans qu'elle avait humé pour la dernière fois alors qu'elle fuyait pour sa vie. Elle regardait les montagnes, ces géants de calcaire qui n'avaient pas changé d'un millimètre pendant qu'elle errait de l'Égypte à l'Afrique du Sud. Pour Geraldina, ce n'était pas un simple voyage. C'était une reconquête sensorielle. Elle retrouvait la rugosité de la langue albanaise, cet idiome qu'elle avait appris par amour et qu'elle avait protégé dans son cœur comme une relique sacrée durant l'exil. Parler à nouveau aux siens dans leur propre langue, c'était briser le dernier verrou de sa prison dorée. C'était le retour de l'âme dans un corps qui l'avait attendu toute une vie. Elle était revenue pour rester, pour s'ancrer dans cette terre qu'il avait rejetée, mais le destin, ce metteur en scène cruel, avait déjà écrit l'épilogue. Les 5 mois qui suivirent furent une course contre la montre, un dernier acte de présence souveraine. Malgré une santé qui s'effritait comme du vieux parchemin, Geraldina refusa le repos. Elle recevait, elle écoutait, elle se montrait. Elle était le pont vivant entre l'Albanie médiévale et le chaos du XXIe siècle. Son corps, épuisé par 3 infarctus successifs, n'était plus qu'une enveloppe diaphane, habitée par une volonté de fer. Elle représentait tout ce que le communisme avait échoué à extirper, l'élégance du pardon et la persistance de l'identité nationale. Mais le cœur finit toujours par réclamer son dû. Le 22 octobre 2002, dans l'enceinte froide d'un hôpital militaire de Tirana, le moteur de la monarchie en exil s'arrêta définitivement. La cause officielle était une infection pulmonaire, mais la vérité était plus poétique. Elle avait simplement atteint le port
et pouvait enfin lâcher l'ancre. Mourir chez soi. Ce luxe ultime, elle l'avait attendu pendant 63 ans. Le cercle de 1939 se refermait dans le silence d'une chambre d'hôpital. Le gouvernement albanais, conscient de la portée historique de l'instant, lui offrit des funérailles d'État. Le 26 octobre, la cathédrale Saint-Paul de Tirana résonna de chants funèbres devant une assistance qui mêlait diplomates en costumes sombres et paysans en habits traditionnels. Elle fut enterrée au cimetière de Chara, parmi les illustres, sous le regard des montagnes qu'elle avait tant aimées. Sa couronne n'avait duré que 345 jours, mais son règne moral avait survécu à 2 guerres mondiales et à l'un des régimes les plus sanguinaires de la planète. L'histoire aurait pu s'arrêter dans la poussière de Chara. Mais les dynasties ont horreur de la dispersion. En novembre 2012, pour marquer le centenaire de l'indépendance du pays, l'État ordonna l'exhumation de ses restes. Géraldina quitta sa tombe provisoire pour rejoindre le nouveau mausolée royal, un édifice de marbre dressé au cœur de la capitale. Là, dans la froideur solennelle de la pierre, la famille fut enfin réunie. Zog, ramené de France, Leka, le fils géant mort en 2011, et son épouse. Les parias, les fugitifs, les secrétaires et les vendeurs de cartes postales redevenaient des symboles éternels, alignés dans le silence de la crypte. Le mausolée est aujourd'hui un lieu où l'on vient chercher une part de ce passé que l'on a voulu effacer. Les jeunes Albanais y découvrent un nom qui n'est plus synonyme de trahison, mais de dignité. Géraldina ne règne plus sur des territoires, elle règne sur la mémoire. Elle reste cette jeune femme de 22 ans qui, un matin de 1938, accepta de porter le poids d'un pays sans savoir qu'elle le porterait jusqu'à son dernier souffle. L'exil est fini, le voyage est clos. Seul demeure le parfum persistant de la rose blanche, flottant sur une Albanie qui commence enfin à se souvenir de qui elle était avant que le siècle ne devienne fou. L'ombre de la reine ne quitte plus Tirana, car on ne quitte jamais vraiment le lieu où l'on a enfin trouvé la paix. Le 4 avril 2004, une atmosphère de solennité glacée pèse sur Tirana, une ville qui tente encore de panser les plaies béantes laissées par des décennies de paranoïa communiste. Le prince Leka, dont le visage porte les stigmates de l'exil et le regard lourd de ses ancêtres, s'avance pour recueillir un héritage immatériel. On lui remet, au nom de sa grand-mère disparue, la médaille Mère Teresa. C'est la distinction suprême, un cercle de métal qui porte le nom de la sainte de Skopje, cette femme qui avait fait de la misère sa seule richesse. Que la reine Géraldine reçoive cet honneur à titre posthume n'est pas une simple formalité protocolaire. C'est une collision de destin entre la monarque déchue et la religieuse universelle, 2 femmes qui ont traversé le siècle avec la même arme, une dévotion absolue envers un peuple qui n'avait plus rien. Le 1er février 2022, le cercle se referme définitivement sur la place de Tirana. Sous un ciel balte, on dévoile une silhouette de bronze. L'œuvre du sculpteur hongrois Sándor Klil, offerte par l'ambassade de Hongrie, fige pour l'éternité cette comtesse de Budapest qui a donné sa vie, littéralement et métaphoriquement, à une terre qui ne l'avait vue que 345 jours avant de la bannir. Elle est là, coulée dans le métal froid, fixant les rues d'une capitale qu'elle a aimée dans le silence de ses nuits d'exil. Si cette trajectoire ne définit pas l'extraordinaire, alors le mot n'a plus de sens. C'est l'histoire d'une rose que l'on a voulu broyer, et qui finit par devenir le monument même de la nation. Mais pour disséquer la magnitude de ce sacrifice, il faut plonger dans l'ombre de l'homme qui l'a assise sur ce trône de verre. Ahmed Zog, le roi Zog Ier d'Albanie, un personnage si contradictoire, si brutal et si fascinant qu'il semble avoir été écrit pour un drame shakespearien. Né en 1895 dans les nids d'aigle de la région du Mat, il était le fils d'un chef de clan mort trop tôt. À l'adolescence, Zog ne reçoit pas une éducation de salon, mais un héritage de sang et de poudre. Dans les montagnes du Nord, le pouvoir n'est pas un concept, c'est une survie. L'Albanie de 1912 est un nouveau-né fragile, un champ de bataille où les clans se déchirent pour des lambeaux d'autorité. Zog a gravi les échelons avec une agilité qui frisait le génie maléfique. Ministre, Premier ministre, président, il finit par commettre l'acte le plus audacieux de l'histoire moderne des Balkans. En 1928, il se proclame roi. Sans ancêtres royaux, sans légitimité dynastique autre que celle de sa propre volonté, il décide que l'Albanie sera une monarchie et qu'il en sera le soleil. Le Parlement, une assemblée d'hommes qu'il tenait dans le creux de sa main, valide cette folie des grandeurs en quelques heures. Zog devient le centre de tout. Un monarque qui gouverne avec une main de fer dissimulée sous des gants de velours,
fumant cigarette sur cigarette, comme s'il voulait s'envelopper dans un nuage de nicotine pour échapper aux balles des assassins qui le traquaient sans relâche. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ces sourires de façade et la trahison finale qui allait transformer ce palais en cage, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces destins sacrifiés. Sous la poigne de Zog, l'Albanie tente de sortir du Moyen-Âge. Il fait construire des routes là où il n'y avait que des sentiers de chèvres, érige des écoles, tente de réformer des codes de loi ancestraux. Mais il sait que son trône sent trop la sueur des montagnes et le sang des vendettas. Il lui faut une onction européenne, un sang bleu capable de transformer ce chef de clan en souverain fréquentable par les cours de Paris et de Londres. C'est ici que Géraldine entre en scène. Elle n'est pas seulement l'objet d'un coup de foudre photographique, elle est la pièce maîtresse d'une stratégie de légitimation internationale. Une comtesse polyglotte, capable de naviguer dans 6 langues, était le pont parfait entre la tradition féodale des Balkans et le dynamisme du XXe siècle. Le détail de leur union résume à lui seul le vertige de l'époque. Pour leur lune de miel, ils s'installent dans une Mercedes-Benz 540K décapotable. La carrosserie est d'un rouge écarlate, une couleur de sang frais qui brille sous le soleil de Tirana. C'est un cadeau personnel d'Adolf Hitler. À l'arrière de la voiture, le témoin de mariage n'est autre que Galeazzo Ciano, le gendre de Mussolini. En cet instant précis, l'Albanie ne célèbre pas un mariage, elle assiste à sa propre mise aux enchères. L'Italie fasciste a déjà investi massivement, prêtant de l'argent, envoyant des conseillers militaires, construisant des ports. Chaque baiser échangé entre Zog et Géraldine est surveillé par les yeux de Rome, qui ne voit pas en l'Albanie un allié, mais une colonie en sursis. Sous les fleurs d'oranger, l'odeur du pétrole et des munitions commence déjà à corrompre l'air de la fête. La Rose Blanche de Budapest vient d'entrer dans un bal où les danseurs sont des prédateurs, et l'orchestre joue déjà la marche funèbre d'un royaume qui ne sait pas qu'il est déjà mort. L'Albanie n'était plus un pays souverain, elle était devenue une antichambre, une pièce de théâtre dont Benito Mussolini écrivait déjà le dernier acte. Pour les observateurs de l'époque, l'indépendance de Tirana n'était qu'un vernis craquelé sur un semi-protectorat italien qui ne disait pas son nom. Ahmed Zog, ce joueur d'échecs montagnard, pensait pouvoir dompter le loup fasciste. Il acceptait l'or de Rome, les ingénieurs italiens et les conseillers militaires, croyant que l'argent financerait ses routes sans hypothéquer son trône. Mais on ne dîne pas avec le diable sans une fourchette interminable, et celle de Zog était bien trop courte. Mussolini, boursouflé par ses rêves de nouvel empire romain, voyait dans cette petite enclave des Balkans le marchepied nécessaire pour dominer l'Adriatique. La relation entre les deux capitales était celle d'un usurier et d'un débiteur aux abois. Le premier attendait simplement que le second ne puisse plus payer pour saisir la maison. Ciano, le gendre de Mussolini, était le visage de cette hypocrisie. Cet homme au sourire carnassier, qui levait son verre à la santé de Géraldine lors de son mariage, portait déjà dans sa mallette les plans détaillés de l'invasion. Il observait la Rose Blanche de Hongrie avec la froideur d'un expert en art évaluant un butin de guerre. Il avait tout prévu. Les points de débarquement, les centres de communication à saboter, le temps exact qu'il faudrait pour que les chemises noires défilent sur la place Skanderbeg. Pour lui, ce mariage princier n'était qu'une diversion élégante, une parure de soie jetée sur un échafaudage d'acier. Chaque geste de courtoisie italienne à Tirana était un mensonge. Chaque promesse de soutien une corde supplémentaire autour du cou de la monarchie albanaise. La trahison choisit son heure avec une cruauté liturgique. En cette semaine sainte de 1939, alors que l'Europe se préparait au recueillement, Géraldine portait en elle l'héritier du trône, ignorante du séisme qui s'approchait. On lui cachait la vérité. Les hommes du palais murmuraient dans les couloirs, les visages se figeaient à son passage, et Zog lui-même s'enfermait dans un mutisme de pierre. La reine était maintenue dans une bulle de verre alors que l'acier italien grinçait déjà aux frontières. Elle finit par comprendre, non par les rapports officiels, mais par les silences trop lourds et les regards fuyants de ces dames de compagnie. Quand les premiers avions frappèrent l'air de Tirana et que les navires de guerre apparurent comme des monstres d'acier au large de Durès, le monde de Géraldine s'effondra en un battement de cils. Mais là où d'autres auraient sombré dans l'hystérie, elle révéla une colonne vertébrale de fer. À peine 48 heures après avoir donné la vie, elle se leva. Elle n'avait plus de royaume, elle n'avait plus de palais, elle n'avait qu'un fils et une volonté de survie qui allait devenir sa seule couronne. L'exil n'est pas une attente passive, c'est une lutte de chaque instant contre l'oubli. On imagine souvent les souverains déchus comme des spectres nostalgiques errant dans des hôtels de luxe, mais Géraldine était un incendie.
En Égypte, sous le ciel saturé de chaleur du Caire, elle ne se contenta pas de figurer dans les gazettes mondaines du roi Farouk. Elle devint le cœur battant d'une Albanie hors les murs. Polyglotte, diplomate née, elle tisse des liens entre les communautés de réfugiés dispersées du Michigan à la Côte d'Azur. Pour ces hommes et ces femmes qui avaient fui l'enfer paranoïaque d'Enver Hoxha, Géraldine n'était pas une figure abstraite du passé. Elle était celle qui répondait aux lettres, celle qui connaissait le nom des enfants nés dans la misère de l'exil, celle qui maintenait vivante l'idée même d'une nation, alors que les frontières étaient verrouillées par des miradors. Elle portait le deuil de son pays chaque jour, transformant sa mélancolie en un leadership moral que même le régime de Tirana ne parvenait pas à briser. Quand Zog s'éteignit, le poids de la dynastie reposa entièrement sur ses épaules. Elle devint la reine-mère, la régente d'une espérance. Elle devait élever un prince, Leka, dans le culte d'une terre qu'il n'avait vue que 2 jours, lui inculquant une identité albanaise si forte qu'elle en devenait presque charnelle. C'était une tâche herculéenne, maintenir la légitimité d'un trône fantôme dans un siècle qui se moquait des rois. Géraldine était l'encre qui empêchait la famille de dériver totalement dans l'anecdote ou la déchéance. Elle restait l'interlocutrice privilégiée de cette diaspora qui voyait en elle le dernier rempart contre l'effacement total de leur histoire sous la botte communiste. Le dénouement de juin 2002 ne fut pas une simple visite diplomatique, ce fut une résurrection. À 86 ans, Géraldine revenait clore un chapitre ouvert dans la terreur soisante 3 ans plus tôt. Ceux qui étaient sur le tarmac de l'aéroport de Tirana racontent un geste qui suspendit le temps. Dès qu'elle posa le pied hors de l'avion, cette femme que l'on croyait brisée par l'âge s'inclina vers le sol. Elle ne chercha pas les caméras, elle chercha la terre. Sa main tremblante effleura le sol albanais, une caresse pour une terre qu'il avait bannie, un pardon silencieux pour les décennies de souffrance. Puis, elle se redressa et sourit. Ce n'était pas le sourire de la jeune mariée de 1938, c'était le sourire d'une survivante qui avait vaincu les dictateurs, les guerres et le temps lui-même. Elle était enfin rentrée chez elle, là où elle avait toujours su qu'elle devait mourir, prouvant que si les couronnes peuvent être volées, la véritable royauté réside dans la fidélité absolue à son destin. Sa dépouille repose désormais au mausolée royal, réunie pour l'éternité avec les siens, mais son ombre plane toujours sur Tirana, rappelant que même la plus blanche des roses peut survivre aux hivers les plus sombres. L'héritage d'une reine ne se mesure pas au poids de l'or qu'elle emporte dans sa fuite, mais à la profondeur de l'empreinte qu'elle laisse dans le sol d'une nation qui a tout fait pour l'oublier. Pour Géraldine, cet héritage ne repose pas sous la pierre froide d'un mausolée, mais dans les cris des nouveau-nés qui résonnent chaque matin entre les murs de la maternité reine Géraldine à Tirana. Cet édifice, qu'elle a elle-même arraché à la terre durant son règne météorique, n'est pas un simple hôpital. C'est un affront vivant aux décennies de paranoïa communiste qui ont tenté d'effacer son nom des registres de l'histoire. C'est le premier sanctuaire de la vie qu'ait connu l'Albanie, fondé par une femme qui avait compris, bien avant les théoriciens du progrès, que la survie d'un peuple commence dans le regard d'une mère. Que ce bâtiment porte encore son nom au XXIe siècle est le plus cinglant des démentis aux dictatures. Les bâtiments construits avec une conviction sincère survivent toujours aux régimes qui les ont condamnés au silence. Le destin, ce grand architecte de l'ironie, a choisi la date du 22 octobre 2020 pour frapper un grand coup. Dans ce même hôpital, au milieu des odeurs de désinfectants et de l'effervescence des berceaux, une petite fille a poussé son premier cri. C'était le 18e anniversaire exact de la mort de la reine. On l'a appelée Géraldine. Elle est la fille de Leka, le petit-fils de la souveraine, et elle porte ce prénom comme un talisman contre l'oubli. Voir cette lignée se réincarner dans le lieu même que la reine avait offert à son peuple a quelque chose d'un miracle mathématique. C'est la réponse des vivants au spectre du passé. L'histoire de Géraldine n'est pas une page tournée, c'est un flux continu qui refuse de se tarir. Cette petite fille, née là où sa bisaïeule avait semé l'espoir, est la preuve que la permanence n'est pas une question de trône, mais de mémoire injectée dans le sang des générations. Mais une question demeure, une interrogation qui brûle les lèvres de ceux qui scrutent les ombres de 1937. Pourquoi Géraldine a-t-elle dit oui? Pourquoi une jeune femme de 22 ans, brillante, polyglotte, éduquée dans les meilleures institutions européennes, a-t-elle accepté de lier son sort à un roi montagnard, dans un pays dont elle ignorait tout, alors que l'Europe commençait déjà à puer la mort et la poudre? La réponse facile, celle qui rassure les âmes romantiques, parlerait d'un coup de foudre immédiat dans les salons dorés de Tirana,
On dirait que le charisme sauvage de Zog, cet homme qui portait le pouvoir comme une arme chargée, l'avait terrassé dès le premier regard. Il y a sans doute une part de vérité dans cette mythologie. Zog était un prédateur séducteur, un homme de fer qui savait se transformer en prince de velours pour obtenir ce qu'il voulait. Pourtant, Géraldine n'était pas une oie blanche égarée dans un nid de loup. C'était une femme pragmatique, une survivante qui avait vu l'empire de ses ancêtres s'effondrer comme un château de cartes alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle connaissait le prix de la déchéance. En 1937, sa vie n'avait rien d'un conte de fées. Elle était une comtesse sans le sou, une aristocrate déclassée qui vendait des bibelots aux touristes dans la boutique du Musée national de Budapest pour payer ses factures. Elle vivait dans un château en ruine en Tchécoslovaquie, témoin muet d'une grandeur évaporée. Le oui qu'elle a lancé à Zog n'était pas seulement un acte d'amour, c'était un acte d'ambition. C'était le refus de rester une figurante dans la boutique d'un musée alors que l'histoire lui ouvrait une porte démesurée sur l'inconnu. Elle a choisi le risque de la couronne plutôt que la sécurité de l'oubli. Ce geste de bravoure pure, cette décision prise les yeux grands ouverts dans un moment d'incertitude totale, définit le caractère de Géraldine mieux que n'importe quel protocole. Tout ce qui a suivi le règne éphémère de 345 jours, la fuite éperdue sous les bombes italiennes avec un nourrisson dans les bras, l'exil interminable de 60 ans à travers 3 continents n'a été que la mise en œuvre de cette première déclaration de guerre au destin. Elle n'a jamais fui la difficulté. Elle l'a embrassée. Elle est restée fidèle à une cause que le monde entier jugeait anachronique parce qu'elle savait que son oui de 1937 l'avait engagée pour l'éternité. La comtesse hongroise qui ne savait rien de l'Albanie est devenue la gardienne de son âme, prouvant que la patrie n'est pas le lieu où l'on est, mais celui pour lequel on accepte de tout perdre. Aujourd'hui, alors que son effigie de bronze contemple les passants sur la place de Tirana, le silence de Géraldine est devenu un cri de victoire. Elle n'est plus la reine d'un jour. Elle est la souveraine de la mémoire albanaise. Elle a survécu à Mussolini, elle a survécu à la paranoïa sanglante de Hoxha, et elle a fini par rentrer chez elle pour y mourir, bouclant ainsi un cercle que personne n'aurait osé tracer en 1939. Elle nous laisse cette réflexion inquiétante. Et si la véritable puissance d'une dynastie ne résidait pas dans ses armées ou ses coffres forts, mais dans la capacité d'une femme à maintenir un nom vivant quand tout le reste a été réduit en cendres, Géraldine Aponi est revenue de l'exil pour nous rappeler que les roses blanches ont les racines les plus profondes et que même après 60 ans d'hiver, elles finissent toujours par refleurir sur les tombes de leurs oppresseurs. Le témoin silencieux de cette épopée reste ce palais de Tirana, dont les murs murmurent encore le nom de celle qui, en disant oui à un inconnu, a dit oui à l'immortalité. Hongrie, Suisse, Autriche, France, Angleterre, Égypte, Espagne, Arabie Saoudite, Rhodésie, Afrique du Sud. 12 drapeaux, 12 passeports différents, 12 manières de dire « Je suis perdu ». Géraldine n'était pas une touriste de luxe. Elle était une nomade de la survie, une paria de sang bleu errant entre les fuseaux horaires alors que l'Europe se déchirait et que les dictatures redessinaient ses frontières au fil de l'épée. Être citoyenne du monde est un privilège quand on choisit son billet. C'est une tragédie quand le monde est la seule chose qui vous reste parce que votre propre terre vous a vomi. Pour Géraldine, le cosmopolitisme n'était pas une vertu cultivée dans les salons de thé de Londres, mais une stratégie de guerre pour ne pas disparaître totalement. Elle absorbait les cultures et les langues par nécessité, comme on apprend à nager en pleine tempête. Mais sous les couches de français, d'anglais et d'arabe, le noyau restait immuable. L'Albanie n'était pas un souvenir, c'était une obsession mécanique. Une boussole qui n'indiquait jamais le nord, mais qui pointait désespérément vers Tirana. Dans les années 70, sous le soleil implacable de l'Afrique du Sud, alors que le régime de l'apartheid isolait Pretoria du reste du globe, une femme de 60 ans s'asseyait à son bureau pour écrire. Dans ses lettres, le présent n'existait pas. Géraldine fermait les yeux et la netteté de sa vision était effrayante. Elle voyait les sommets acérés des Balkans, l'odeur du café sur la place Skanderbeg, les couloirs du palais où elle n'avait régné qu'un battement de cils. Elle voyait surtout les visages de ceux qui l'avaient appelée leur reine. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une résistance biologique. On peut raser un palais, on peut brûler un drapeau, mais on ne peut pas déraciner une femme qui a décidé d'aimer une terre jusqu'à l'agonie. Cette capacité à maintenir un souvenir intact pendant 6 décennies dit tout de la violence de son attachement. Que cette terre soit celle de ses ancêtres ou celle qu'elle avait choisie un matin de 1937 ne changeait rien à l'affaire.
Elle avait décidé que son âme serait albanaise, et les décennies de silence imposées par la glacière stalinienne d'Oxa n'y feraient rien. L'histoire nous apprend que les peuples ont un instinct infaillible pour reconnaître ceux qui les ont aimés sans rien demander en retour. Quand cette femme de 86 ans a enfin posé le pied sur le tarmac de Tirana en 2002, le temps s'est figé. La foule n'attendait pas une relique, elle attendait une preuve. La preuve que l'exil n'avait pas gagné. Lorsqu'elle s'est inclinée pour toucher le sol, sans dire un mot, avec ce sourire tranquille qui appartient à ceux qui ont cessé d'avoir peur, l'Albanie a compris que sa reine n'était jamais partie. L'amour véritable ne vieillit pas, il se densifie. Il devient un minéral que même 60 ans d'hiver ne peuvent éroder. Avant de découvrir l'ultime secret de cette lignée et le miracle qui allait sceller son nom dans la chair d'une nouvelle génération, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces destins qui défient la mort. L'histoire de Géraldine Aponi ne souffre aucune morale simpliste. Elle est trop riche, trop saturée de contradictions pour tenir dans un manuel scolaire. C'est le récit d'une perte qui a duré 60 ans et qui s'est achevée par une victoire posthume. C'est le paradoxe d'une couronne portée 345 jours, mais d'une dignité maintenue pendant 87 ans. Géraldine n'a jamais cherché la facilité. Elle a choisi chaque carrefour difficile, non par goût du martyr, mais parce qu'elle savait que c'était le seul chemin pour rester fidèle à ceux qui ne pouvaient plus l'entendre. Elle était une bâtisseuse de l'invisible. Son règne fut un éclair, mais les hôpitaux, les écoles et la confiance qu'elle a semée ont eu une durée de vie bien supérieure à celle des bunkers en béton du régime communiste. Elle a répondu à la question la plus cruelle de l'exil. Qui êtes-vous quand votre pays n'existe plus? Elle y a répondu par des faits, en parlant albanais dans les manoirs anglais, dans les déserts saoudiens et les villas de Johannesburg, en injectant dans les veines de son fils Leka. Aujourd'hui, Leka II, le petit-fils de Géraldine, porte cette couronne morale. Il ne règne pas, mais il est là, témoin d'une continuité dynastique que l'Albanie républicaine a choisi de ne pas effacer. Il est le gardien d'un fantôme qui refuse de s'éteindre. Dans le mausolée royal de Tirana, le silence est enfin total. Géraldine y repose aux côtés de Zog, de son fils et de sa belle-fille. La famille, éparpillée aux quatre vents de l'histoire, est enfin réunie dans la terre qu'elle a chérie. Mais le véritable épilogue de cette épopée se trouve ailleurs, à quelques rues de là, dans les couloirs de la maternité qu'elle a fondée. Le 22 octobre 2020, jour exact du 18e anniversaire de sa mort, une petite fille y a vu le jour. On l'a nommée Géraldine. Elle porte le nom d'une bisaïeule qu'elle ne connaîtra jamais, mais dont elle respire l'héritage à chaque seconde. Une comtesse hongroise arrivée à 22 ans dans un pays inconnu est devenue l'âme de ce même pays, gravant son nom dans la pierre, dans le bronze et, finalement, dans l'état civil d'une enfant née sur les ruines d'un siècle de sang. C'est là que réside la véritable souveraineté. Pas dans le pouvoir, mais dans la permanence. Géraldine de Hongrie s'en est allée, mais Géraldine d'Albanie ne mourra jamais. Le témoin silencieux de cette victoire reste ce cri d'enfant dans une maternité de Tirana, un écho qui prouve que certaines reines ne perdent jamais leur trône, elles le transforment simplement en éternité.